Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9 h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise 1 h 30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce représentant les batteries. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Depuis l'assassinat de Jovenel Moïse, président de la République, dont il était en quelque sorte le secrétaire général pour parler de la présidence de Jovenel Moïse, il n'intervient presque plus dans les médias. On observe un certain recul de la part de l'invité. On se pose certaines questions à savoir pourquoi. Et aujourd'hui, à l'approche de la date du 7 février, il a accepté volontiers de nous parler ou encore de partager sa compréhension de la situation actuelle, de la situation de crise avec nous. Je veux parler de Reynald Lubéris, que j'ai le plaisir de saluer et à qui je souhaite la bienvenue à cette rubrique. Reynald Lubéris, bonjour, un plaisir de vous avoir avec nous sur le plateau de Le Point. Bonjour Monsieur Théodore, bonjour aux amis téléspectateurs de Métropole. Toujours un plaisir pour nous d'être avec vous. Vous ne dites rien par rapport à la remarque, par rapport à l'observation, ce recul, ce repli, peut-être stratégique, on ne sait pas trop pourquoi, mais vous brillez par votre absence sur la scène. C'est pratiquement un silence qui pèse, qui est très lourd, pour ne pas dire que vous nous manquez un petit peu, comme c'était le cas il y a 4-5 ans. Il est bon de reculer pour mieux rebondir. Mais en réalité, je me concentre un peu sur mes affaires personnelles et mes activités d'écriture. Et de temps en temps, j'interviens, de temps en temps, j'écris. Et ma présence se fait un petit peu plus rare, effectivement, comme vous dites. Mais c'est pas un abandon. Et on continue de travailler avec notre plateforme RAID. Donc, on continue à essayer de trouver des pistes de solutions pour pouvoir, en fait, proposer quelque chose au pays. Donc, nous travaillons. Ceci dit, vous êtes toujours très actif. Très actif. Oui, je suis actif et j'interviens un peu moins dans les médias. Pourquoi Mais parce que parfois il faut prendre du recul par rapport aux événements et parfois il faut se donner aussi du temps pour travailler. Et écrire, c'est une activité qui nécessite beaucoup de temps et avec les autres activités professionnelles ou politiques, donc j'interviens un peu moins. Il y a des ouvrages en cuisine apparemment. Exactement. Ok. Bon, dans quelques jours, ce sera donc la date fatidique du 7 février. Vous êtes membre du RAID, bien dit, c'est ça? Oui, de la plateforme RAID, des RAID pour résistance démocratique. Aujourd'hui, RAID fête ses 2 ans et j'en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire aux sympathisants et aux membres de la plateforme. C'est un projet, je dirais, conjoncturel, une structure, j'allais dire opportuniste, mais c'est pas ça. C'est plutôt une structure mise en place à la faveur des derniers événements politiques, non? C'est une structure, en fait, qui essaye de rassembler un ensemble d'idées convergentes de gens et qui pensent qu'il faut un autre modèle économique au pays, qu'il faut un autre modèle de développement et non centralisé sur Port-au-Prince, mais décentralisé. Nous avons vu les résultats d'une économie essentiellement port-au-princienne et ces dernières années et ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Et le résultat d'une économie aussi centralisée, c'est un exode rural où tout le monde est concentré sur Port-au-Prince à la recherche d'un emploi ou d'activité économique, alors qu'en fait tout le pays est quasiment vide. Donc il faut proposer quelque chose d'autre. Nous y travaillons
parce que nous pensons que Haïti, c'est pas Port-au-Prince, Haïti, c'est et l'ensemble du territoire. Il faut un effort en fait et global de développement pour ne pas se concentrer seulement sur la capitale qui ne peut plus en fait et recevoir le flux de déplacement de la province vers la capitale, quoique à cause du phénomène de banditisme. Ces derniers temps, on a vu un phénomène inverse où les gens essayent de fuir Port-au-Prince, mais une fois que la situation revienne à la normale, les gens vont encore revenir sur Port-au-Prince pour pouvoir trouver de quoi en fait fonctionner, du travail, etc. Donc il faut proposer quelque chose. RED a un représentant au CPT, non? Exactement, et Monsieur Smith-Augustin. OK. Et vous êtes solidaire de M. Augustin encore? Il a encore votre soutien? Nous l'appuyons, nous n'appuyons pas tout ce qu'il fait, mais nous le soutenons. Et ces derniers temps, on a eu quelques divergences par rapport à la dernière résolution prise par une majorité au sein du Conseil présidentiel. Nous l'avons publiquement exprimé en privé. Nous sommes sur le point de trouver un terrain d'entente pour pouvoir harmoniser nos positions et privilégier la stabilité au détriment et de l'instabilité qui nous guette. Est-ce que les contacts sont maintenus avant toute décision d'un représentant au CPT? Dans l'idéal, en fait, on devrait pouvoir avoir un terrain, un certain forum de consultation, je dirais, entre la plateforme ou bien le secteur et son représentant. Mais nous sommes face à un dilemme classique qui est celui de l'agent et du principal. Une fois que on a fini de désigner quelqu'un pour vous représenter, cette personne-là, en fait, n'est plus dans l'obligation de faire ou de consulter, en fait, l'entité qui l'a désignée. Et étant donné qu'elle n'a pas un mandat impératif, donc elle a une autonomie d'action et qui parfois, en fait, échappe à l'entité désignatrice. Enfin, c'est une théorie bien connue dans le sens politique, mais encore plus vivace dans le contexte haïtien. Parfois on est consulté, d'autres fois on n'est pas consulté, mais en même temps, c'est une problématique aussi parce qu'une fois que la personne siège au niveau du conseil présidentiel, elle siège au nom de la nation et non au nom du secteur qu'elle est censée représenter. Donc avoir son autonomie est tout à fait, d'un point de vue démocratique et compréhensible. Donc on essaie de jongler entre ces deux dimension, c'est-à-dire en fait la nécessité de consulter son secteur et aussi la nécessité d'avoir une certaine autonomie par rapport au secteur et qui l'a désigné. C'est une pratique qui est systématiquement courante au Parlement. Désignés par des parlementaires désignés par des partis politiques, et une fois qu'ils y arrivent, ils forment des groupes et tournent de façon catégorique aux partis qui les ont désignés. Donc apparemment, ce serait pareil ici. Donc c'est la pratique. C'est un problème majeur de culture politique et de culture démocratique. Et surtout, les gens n'ont pas beaucoup d'attachement aux structures politiques. Parfois, ils sont désignés en fonction de leur capacité et sur le terrain à gagner et non en fonction de leur attachement idéologique ou au niveau des principes que défend le parti. Et une fois qu'ils arrivent au Parlement, donc ils se croient totalement autonomes et non de compte à rendre au parti. Or, cela affaiblit la démocratie, cela affaiblit la fonction de représentation dans la mesure où les gens votent souvent en fonction de ce que propose en fait de l'offre politique. Quand l'offre politique est portée par le parti et que ses représentants prennent leur distance par rapport au parti en fait qui avait l'offre ou qui a fait l'offre, donc du coup ça pose un problème majeur de démocratie. Donc c'est un problème de culture
politique confrontée à la fois au niveau du Parlement, mais aussi en fait au niveau du Conseil présidentiel. Donc c'est encore plus prégnant, je dirais, au niveau du Conseil présidentiel. Monsieur Augustin a signé dans la résolution la révocation d'Alex Didier Fils-Aimé. Est-ce qu'il a votre soutien? Il a le soutien de RED dans cette démarche? Non. Et nous pensons que nous sommes à quelques jours de la fin du mandat du Conseil présidentiel. Il n'est pas indiqué, il n'est pas prudent de vouloir changer de gouvernement sans avoir une entente nationale, sans avoir en fait la réunion de l'ensemble des acteurs et de la vie politique du pays pour pouvoir en fait dessiner une alternative claire. Donc du coup, nous l'avons fait comprendre à M. Augustin que il n'est pas opportun d'amorcer, enfin, ou de tenter de changer de gouvernement à quelques jours de la fin du mandat du Conseil présidentiel. Ils auraient pu le faire en septembre, en octobre ou en novembre. À un autre moment, il aurait été compréhensible. Mais là, en fait, c'est pas du tout compréhensible et nous pensons que M. Augustin l'a compris. Euh, Est-ce que RED fait partie des structures politiques consultées par le CPT dans le cadre du dialogue lancé, initié par la présidence pour un dialogue politique devant aboutir à une solution le 7 février? Est-ce que vous avez été consulté? Non, RED n'a pas été consulté officiellement en fait dans le cadre de ce dialogue. Bien entendu, RED avait initié une démarche où nous avons essayé de rencontrer quasiment tous les membres du Conseil présidentiel individuellement pour leur expliquer notre inquiétude par rapport à la fin du mandat du Conseil présidentiel et le fait qu'il n'y avait pas d'alternative claire et donc et qu'il y avait aussi un manque flagrant de cohésion au niveau du Conseil présidentiel qui affaiblissait toutes les tentatives d'action. Et nous avons exprimé nos préoccupations, mais pas dans le cadre du dialogue. Nous n'avons pas été conviés. Et peut-être que le prétexte avait été que, bon, étant donné que nous avons notre représentant au sein du Conseil présidentiel et que nous maintenons la communication avec lui, donc du coup, c'était pas nécessaire de nous consulter. Je pense que d'un point de vue politique, c'est une erreur, mais nous avons fait ce que nous devons faire. Alors pourquoi je vous ai posé la question, c'est parce que j'ai entendu le porte-parole de la présidence qui affirmait sur les ondes de métropole que les partis politiques ou structures politiques rencontrées dans le cadre de ce processus de dialogue souhaitaient le départ d'Alex Didier Fils-Aimé. Oui, ça peut être en fait une manière de légitimer l'action, disant que bon, c'est pas nous, ce sont les partis politiques ou les structures politiques que nous avons consultées qui l'avaient sollicité, mais en réalité, il est du devoir des membres du Conseil présidentiel de savoir en fait et mesurer la portée des actions en fait de l'ensemble des initiatives qu'ils sont en train de prendre. Et dans ce cas-là, en fait, ils n'en avaient pas mesuré toute la portée. C'est pour ça qu'on a buté sur cette crise. La proposition de RED par rapport à cette crise, justement, par rapport au 7 février, s'articule autour de quelques points? Oui, RED pense que il n'est pas opportun de échanger de manière unilatérale le gouvernement. Et RED pense que au 7 ou 8 février, il faut appeler l'ensemble des acteurs nationaux à un dialogue large pour déterminer la suite. Mais il ne faut pas non plus perturber les efforts qui sont en cours. Par exemple, les forces de l'ordre sont en train de poursuivre les bandits. Et il faut continuer. Nous avons un calendrier électoral en cours. Il faut que ce calendrier électoral fasse son chemin. Ça, en fait, nous n'avons pas besoin d'une troisième transition de 36 mois. Et il faut trouver une entente suffisante
pour pouvoir s'acheminer vers les élections et non recommencer à zéro. Donc, dans ce dispositif, il faut inclure à la fois le gouvernement actuel. Il aurait été bon d'inclure le CPT, mais je crains qu'il ne perdent en fait cette opportunité dans la mesure où les dernières actions qu'ils ont entreprises paraissent délégitimer leur présence autour de la table. Mais bon, je pense qu'il faut quand même les consulter, il faut créer un espace pour qu'ils puissent dire avoir leur mot à dire ou en tout cas participer dans les discussions. Et ça ne veut pas dire que leur voix sera prépondérante, mais comme des représentants ou en fait les dernières personnes qui avaient participé à la direction de la chose publique. Donc je pense qu'il faut les associer. Donc il faut en fait un espace de dialogue pour pouvoir avancer sans tenter de créer un chaos où on renvoie le gouvernement sans savoir par qui ou par quoi ou comment on va les remplacer. Mhm. Donc, vous êtes pour le départ ou non du CPT? Bon, c'est pas nous qui sommes pour le départ du CPT, c'est que le CPT arrive en fait à son terme. Ils avaient une mission et un mandat. Mhm. Et enfin, le mandat s'inscrit dans une durée et donc le mandat doit enfin expire le 7 février. Ils n'ont pas pu ou n'ont pas su accomplir toute la mission qui leur avait été confiée. Mhm. Donc aujourd'hui, enfin, on en prend acte et je pense pas. S'ils voulaient rester encore un petit peu, premièrement, ils ils auraient accéléré un peu la mise en place, en tout cas, et la mission qu'ils avaient. Ils n'ont pas fait ça. Ils ont passé quasiment tout le temps à guerroyer contre eux-mêmes et donc à se battre entre eux. Et donc, du coup, on arrive aujourd'hui donc à la date fatidique. Donc, on peut pas, nous, RAID, nous ne pouvons pas venir sur Métropole et vous dire à vos téléspectateurs qu'il faut garder, en fait, ce CPT. Par contre, nous aurions voulu que, par exemple, là, on soit en pleine activité électorale pour de vrai, que le référendum constitutionnel ait été réalisé, etc. Bon, nous n'avions pas tout ça. Donc maintenant, il faut constater que le mandat arrive à son terme et que la mission n'avait pas été pleinement accomplie. Et donc c'est l'heure du bilan. Et comment pourvoir au remplacement du CPT? Quel secteur ou encore est-ce que vous êtes vous seriez pour un gouvernement monocéphale ou bicéphale? Bon, le gouvernement monocéphale a prouvé ses limites et à travers l'expérience que nous venons de faire avec Ariel Henry. Et donc, l'idéal aurait été un gouvernement bicéphale. Mais cela demande un certain nombre d'efforts du côté des acteurs et politiques. Parce que nous sommes très habiles quand il faut dire non, que nous ne voulons pas quelque chose, que nous ne voulons pas tel ou tel gouvernement. Mais au niveau collectif, nous ne sommes pas toujours en mesure de nous mettre d'accord facilement sur quelque chose, sur une proposition, une alternative, et surtout quand il s'agit de la gouvernance en fait du pays. Donc, si les acteurs manifestent une volonté soutenue pour trouver les moyens ou les modalités d'un choix pour une gouvernance bicéphale, donc à ce moment-là, nous, nous pourrions y adhérer. Maintenant, si cela ne peut pas se faire, et s'il y a une volonté de la part du gouvernement de poursuivre en fait, et non seulement avec les activités visant à sécuriser le pays et de doter la nation d'élus légitimes entre le 30 août et le 7 février de l'année à venir, à ce moment-là, nous pourrions nous contenter d'un monocéphalisme. Mais ça dépend en fait des efforts et de la volonté. Et ce monocéphalisme ne devrait pas non plus servir à encourager ou à soutenir la famille politique du Premier ministre ou un groupement politique spécifique. C'est quelque chose qui devrait être neutre et pour permettre en fait que
tout le monde, toutes les structures aient la même chance en fait et au niveau des élections à venir. Et dans l'éventualité d'un bicéphalisme, quelle formule pourrait-on privilégier? On garde deux ou trois conseillers présents, ou encore un seul, ou la Cour de cassation, ou le responsable de l'OPC, ou quelqu'un tout simplement de la société civile? Bon, et commençons par éliminer la Cour de cassation pour une raison simple. Et une démocratie qui fonctionne, c'est une démocratie qui arrive à dissocier la fonction judiciaire de la fonction exécutive. Et la Cour de cassation est la plus haute instance judiciaire du pays. Il faut la maintenir dans sa neutralité. Même si on a des précédents, même si on a des précédents? On avait des précédents au niveau de la Constitution initiale non amendée, et je pense que le législateur a vu juste en supprimant cette possibilité que la Cour de cassation puisse participer directement dans l'exécution, enfin au niveau de l'exécutif, ou en tout cas puisse diriger l'exécutif. Imaginons que nous sommes dans une activité quand même partidaire où on a des divergences d'idées et d'intérêts, ce qui est normal. Maintenant, si on arrive en fait dans une situation de conflit judiciaire où on doit trancher, il faut que la justice en fait demeure neutre. En voulant impliquer ou engager le pouvoir judiciaire dans la justice, on crée la possibilité pour qu'ils eux-mêmes deviennent en fait des structures politiques, en tout cas avec des idées politiques spécifiques et qui puissent en fait entamer leur neutralité. Donc moi je suis contre cette affaire de vouloir à tout bout de champ impliquer le pouvoir judiciaire dans la politique. Là, le pouvoir judiciaire doit s'occuper de la justice. Rénal, même si certains juges ont été désignés par le président Jovenel Moïse? Non, c'est pas une affaire de partisans. C'est pas parce que je n'ai rien contre les gens pris individuellement au niveau du pouvoir judiciaire. J'ai des amis au niveau de la Cour de cassation. C'est pas ça, en fait. C'est pas un problème. C'est pas ces personnes-là, en fait. Je vais dire le principe. Le principe, c'est que je veux que la justice, en fait, soit totalement détachée de toute activité politique. Donc, nous sommes contre l'implication du pouvoir judiciaire dans des activités politiques. Bien entendu, il y a des gens qui disent qu'il y a un certain nombre de juges qui ont été bien nommés, mal nommés. Je ne suis pas là, en fait. Qu'ils aient été bien nommés ou mal nommés, c'est que je veux garder le pouvoir judiciaire en dehors de l'activité politique. Ils doivent en fait maintenir leur neutralité. Donc du coup, c'est une option à écarter. Maintenant, pour les gens, comme il y a des bricolages institutionnels qu'on souhaite faire de temps en temps, je ne suis pas sûr que ça marche vraiment. En fait, si on essaye, au lieu de faire un bricolage institutionnel qui ne marche pas, mieux vaut garder un monocéphalisme qui puisse nous permettre d'aller aux élections. Maintenant, si les acteurs politiques puissent trouver une formule, par exemple, où on dit que on va faire un collège, on va désigner des personnalités, ces personnalités-là vont choisir une personne d'entre eux. C'est tout à fait faisable. Mais je ne suis pas sûr que les acteurs prêtent réellement le flanc à ce type d'exercice. Mais si on le veut, il y a toujours moyen. On peut réunir les différentes forces politiques. Moi, je suis contre l'exclusion d'un groupe ou d'un autre. Par exemple... Mais vous venez d'exclure la Cour de cassation. La Cour de cassation est pour la République. La Cour de cassation ne défend pas un intérêt particulier. La Cour de cassation doit défendre l'intérêt de tout le monde, c'est pour nous tous. Et demain matin, tous les citoyens peuvent avoir à ester par devant la Cour de cassation. Donc du coup, c'est pas un truc partisan. Et pour le dire clairement, là je parle en fait des acteurs politiques. Je ne suis pas pour l'exclusion d'acteurs politiques dans un processus de transition. Et la personne, enfin l'entité qui a le pouvoir d'exclusion, c'est le peuple en fait qui le fait à travers les urnes. Maintenant, quand il y a un arrangement institutionnel, il faut s'arranger qu'il y ait le plus de participation possible. À ce moment-là, bon, réunissons l'ensemble des acteurs politiques, demandons-leur de désigner des gens et que ces gens-là forment un collège et le collège choisit une personnalité, soit en son sein ou au sein de la société. C'est tout à fait faisable. Mais, enfin, vous voyez le bricolage institutionnel, le bricolage politique, et ça aurait été mieux d'aller directement vers les élections.
Merci. Alors, je retiens ce dernier mot avec lequel on met un terme à la première partie. Vous parlez de bricolage, de bricolage institutionnel. J'ai jamais entendu cela. Mais on y reviendra et après la pause, dans le cadre de cette émission. Merci encore une fois, Rénald Lubéris, d'avoir accepté d'être avec nous ce matin. On va ensemble observer la pause et à tout de suite. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'invité de ce matin, l'ancien secrétaire général de la présidence sous Jovenel Moïse, Rénald Lubéris, le professeur, Rénald Lubéris, écrivain également. On vous retrouve, madame, monsieur, tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce représentant les batteries Bosch. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin avec Rénald Lubéris. Comme je l'ai dit tantôt, on a clôturé la première partie avec cette expression bricolage institutionnel. C'est ce qui est envisagé selon vous? On veut faire du bricolage institutionnel? C'est ce que nous faisons en fait quand nous sortons de la Constitution. Et par exemple, ce que nous vivons aujourd'hui avec le CPT, c'est du bricolage institutionnel dans la mesure où il n'y a aucune provision constitutionnelle pour pouvoir en fait mettre en place un tel pouvoir. Et nous essayons. Non, mais c'est une pratique qu'on observe au cours des différents gouvernements qui se sont succédés depuis 1987. On est pratiquement habitué à cette pratique. Oui, nous en sommes désormais experts, mais en fait pour le malheur du pays. Donc il faut cesser avec cette pratique. Et en fait, tous les 2-3 ans, nous voulons une transition. Et nous promettons monts et merveilles en fait à la nation. Et puis on n'arrive pas à délivrer pour de vrai. Pour une raison simple, c'est que la priorité d'une transition, c'est pas la nation, c'est autre chose. Donc, du coup, il faut vraiment revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire en fait s'assurer du respect de la loi, s'assurer en fait de la tenue des élections, s'assurer que le pouvoir soit pris exclusivement et à travers les élections. Nous sommes les seuls à faire ça dans la région. Nous sommes les seuls à vouloir en fait le pouvoir sans les élections et tous les matins. Donc il faut que nous nous mettions d'accord sur le modèle institutionnel, le modèle politique que nous voulons et prendre les mesures nécessaires pour ne pas en sortir. Et si on doit en sortir, il faut changer les règles. Nous voulons faire les choses sans changer les règles, en fait. Et c'est ce qui est dramatique. C'est en fait, un peuple, une élite peut toujours décider de changer les choses, mais on les change à travers le changement des règles, la modification des règles, suivant les procédures adéquates. Mais nous voulons garder les règles telles qu'elles sont. D'ailleurs, c'est comme si les règles, en fait, nous convenaient, mais nous ne voulons pas les appliquer. C'est problématique. Est-ce que, en fait, à la lumière des explications que vous avez fournies ce matin, surtout en ce qui concerne le modèle ou bien le mode d'exécutif qu'on pourrait avoir au lendemain du 7 février pour éviter une crise ou encore un vrai vide, doit-on conclure que l'ancien secrétaire général de la présidence serait favorable au maintien d'Alex Didier Fils-Aimé au pouvoir à la manière d'Ariel Henry? Est-ce que c'est ça le souhait de RAID ou le souhait de Rénald Lubéris? Du secrétaire général du Conseil des ministres et ancien. Oui, oui. Merci. Oui, pas de problème. Et je ne peux pas venir ce matin chez vous, Wendell Théodore, et vous dire que je suis pour le maintien d'Alex Didier Fils-Aimé seul à la tête du pays. Par contre, je peux vous dire que je suis pour la stabilité, je suis pour les élections, je suis pour en fait la continuité et le traquage en fait des bonnes armées pour sécuriser finalement le pays. Qui peut garantir cette stabilité maintenant? Mais cette stabilité en fait
Pour la garantir, il nous faut le dialogue avec les acteurs politiques et il ne faut pas en fait l'improvisation comme le CPT a tenté de le faire parce que c'est en fait un exercice d'improvisation où ils doivent partir dans quelques jours. Ils nous disent qu'on va mettre un Premier ministre AI pour 30 jours. Bon, et nous, on va rester 10 jours par exemple. Et puis, on met un Premier ministre AI pour 30 jours sans nous dire comment ils vont choisir son successeur et quelles sont les modalités, etc. Rien de tout cela. C'est qu'en fait, bon, on a le pouvoir, on le fait et bon, après le pays verra. Nous disons que non. Maintenant, si le Premier ministre Alix Fizeme sait se mettre au-dessus de la mêlée, c'est-à-dire en fait n'affiche pas une posture partisane, et montre une détermination pour pouvoir effectivement organiser les élections et ouvrir le pays, en fait, et ouvrir les routes nationales, permettre que les déplacés pardon, puissent revenir chez eux à ce moment-là, pourquoi pas. Mais en fait, je ne pourrais pas venir ce matin ici et donner un chèque en blanc à M. Fizeme pour dire qu'il faut qu'il reste. En fait, c'est à lui de prouver qu'il peut faire quelque chose de différent et qu'il va faire quelque chose de différent, pas à moi de le faire à sa place. Mm-hmm. Et ces derniers jours, on observe une certaine intensification des opérations de la police. Jusque-là, est-ce que vous êtes satisfait des résultats obtenus? C'est très encourageant ce qu'a fait et la police, enfin, allons dire ce qu'ont fait les forces de l'ordre en fait ces derniers temps. Nous les encourageons à poursuivre sur cette voie. Nous les encourageons en fait à faire en sorte qu'il n'y ait plus de zones de non-droit au sein du territoire national. Et Mirbalais est encore dans une situation très préoccupante, Croix-des-Bouquets, et pour ne citer que ces zones-là, Sodo et Port-au-Prince, nous savons la réalité, la réalité, Port-au-Prince vit à l'heure, au rythme en fait, et au bon vouloir des bonnes armées. Enfin, c'est inacceptable. Donc, tous les efforts qui vont dans le sens en fait d'un changement radical pour que la peur change de camp et nous les applaudissons et nous applaudissons en fait les efforts faits par les forces de l'ordre. Mais c'est pas suffisant et c'est lent et le peuple n'en peut plus. Il faut accélérer, il faut vraiment mobiliser et toutes les forces nationales, avec le support des amis de l'international, entre guillemets, pour que nous puissions enfin permettre aux Haïtiens de vivre librement et paisiblement chez eux ou de circuler librement et à travers tout le territoire. Ça vous dit quoi, et Rénal Lebéris, quand vous entendez des secteurs affirmer que des officiels sont impliqués dans l'insécurité, que ce soit qu'ils ont des liens avec des gangs et autres, ou impliqués directement dans cette histoire d'enlèvement et autres. En tant qu'ancien officiel, ça vous dit quoi? D'autant que ces faits-là, incriminés à des officiels, ne dateraient pas d'aujourd'hui. Ça vous dit quoi? C'est malheureux et c'est peut-être en fait symptomatique d'une déchéance au niveau de la nation. C'est-à-dire que des gens qui aient la responsabilité de protéger en fait la population, de protéger la nation, puissent se transformer en fait en loup pour cette nation qu'ils sont censés protéger. C'est quand même une déchéance assez extraordinaire et enfin c'est inacceptable, c'est abject en fait, c'est ça le mot. Donc maintenant, il y a une tendance aussi à accuser les gens sans avoir la moindre preuve juste parce qu'on a fait un rêve. Il faut un sens de la mesure, il faut des preuves, mais effectivement, s'il est avéré que des gens participent en fait à nourrir ou à maintenir le climat d'insécurité, soit pour des raisons politiques, économiques ou autres, c'est abject et c'est une déchéance qui est inacceptable et il faut que les gens payent en fonction de leur contribution justement au malheur du pays. Les États-Unis décident de révoquer les visas de conseillers présidents notamment,
pour implication, en fait, pour des liens présumés avec des gangs. C'est quoi votre réaction? Et il faut séparer la réaction en deux parties. Et les États-Unis, comme toute autre nation, ont leurs intérêts. À certains moments, il peut arriver, et nous le souhaitons, que les intérêts des États-Unis convergent avec ceux d'Haïti. À ce moment-là, on travaille de commun accord et on avance et c'est mieux, c'est bien et meilleur pour tout le monde. Ça peut arriver aussi, en un certain nombre de moments, et les intérêts des États-Unis divergent en fait des intérêts d'Haïti. À ce moment-là, les autorités haïtiennes sont en droit de prendre ou de poser des actions qui ne concordent pas à la volonté ou au vouloir des États-Unis. Ça s'appelle en fait une nation souveraine. Et maintenant, si on applaudit quand les États-Unis, par exemple, décident d'interdire l'entrée sur leur territoire à des Haïtiens, et quand ça nous arrange, il faut aussi applaudir quand ça ne nous arrange pas. Donc, du coup, c'est problématique. Donc, c'est-à-dire, en fait, c'est un outil utilisé par la diplomatie américaine et quand ils entendent que les intérêts des États-Unis sont menacés, c'est tout à fait légitime de leur part. Mais en même temps, nous et Haïtiens, nous devons en prendre acte. Nous n'avons pas à jubiler parce que une nation amie utilise des outils diplomatiques ou des outils militaires dont elle dispose pour pouvoir défendre ses intérêts ou en tout cas empêcher qu'on porte atteinte à ce qu'ils croient ou elle croit être ses intérêts. Maintenant, je pense qu'il faut voir l'affaire de l'autre côté. J'avais dit que ma réponse avait deux dimensions. Du côté haïtien, est-ce qu'il est acceptable que des autorités haïtiennes participent à la création de ce chaos-là? Je dis que non. Et quelle que soit l'action, et tant au niveau national qu'international, qui soit prise pour justement éviter que des autorités haïtiennes ne concourent à déstabiliser la nation, cette action-là est bienvenue. Et donc, du coup, par contre, il faut le faire et non seulement sur des bases en fait spéculatives, mais sur des bases réelles avec des faits, etc. Évidemment, on ne va pas demander aux États-Unis de prouver, ils ne vont pas le faire d'ailleurs, et de vous donner en fait les éléments dont ils disposent. Ils ne vont pas le faire. Mais maintenant, au niveau haïtien, nous devons déterminer en fait le vrai du faux. Si effectivement ces gens-là sont impliqués dans la déstabilisation du pays, c'est abject et quelle que soit l'action entreprise contre eux, cette action-là est légitime. L'histoire des gangs en Haïti ne date pas d'aujourd'hui. C'est pas une histoire récente. D'ailleurs, on sait que du temps des forces armées d'Haïti, on avait une structure baptisée anti-gang, qui était déjà très connue. Mais il y a des gens qui pensent que l'on a commencé à assister à une sorte d'intensification ou encore une prolifération des gangs en Haïti à partir de Jovenel Moïse. Pardon, non, allez-y. Oui, avec vous, je voudrais voir, est-ce qu'il vous arrive parfois de vous adresser au président Moïse à cette époque-là pour lui faire savoir qu'il y a des pratiques qui doivent cesser ou encore on passe à un virage suicidaire, le fait de tolérer des gangs. Par exemple, ce qui s'est passé en mars à Village de Dieu, par exemple, c'était sous Jovenel Moïse. Il y a des gens qui pensent que c'était inacceptable, qu'il n'y a pas eu de réaction musclée, robuste de la part de l'État à cette époque. Il y a des gens qui pensent que si on avait fait ça, on ne serait pas là aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez dit au président Jovenel Moïse, étant donné qu'on estime que vous étiez un petit peu très proche, je dirais, ou encore vous étiez un proche collaborateur de Jovenel Moïse? Monsieur Théodore, il y a des gens qui sont nés en 2025. À ce moment-là, s'ils ne consentent pas un effort pour aller regarder dans l'histoire, ils ne vont pas savoir ce qui s'est passé avant.
et on ne peut pas non plus en fait leur tenir rigueur puisqu'ils viennent de naître. Mais il y en a d'autres en fait qui sont nés, qui ne sont pas nés de la dernière pluie en fait, qui étaient là bien avant. L'histoire des gangs en Haïti est large et longue, comme vous l'avez dit, mais on pourra situer en fait, la possibilité ou le début en fait, de l'intensification des activités criminelles avec la dissolution des forces armées d'Haïti, qui avait non seulement la police, mais aussi un savoir-faire, tant d'un point de vue technique que historique, qui détenait des archives. Il y avait un moment à Port-au-Prince, quand il y avait la force armée, si quelqu'un volait un sac à main dans telle ou telle zone, la police était en mesure de savoir qui, enfin la police qui faisait partie de la force, des forces armées d'Haïti, était en mesure de savoir qui, dans cette zone-là, pouvait potentiellement voler le sac et où cette personne-là, en fait, pouvait se trouver. Avec la dissolution des forces armées d'Haïti, on n'a pas seulement dissous les forces armées, on a aussi jeté un savoir-faire. Toutes les structures. On a aussi déstructuré en fait les archives nationales et les archives criminelles. Donc, on a essayé de monter une force de police. Cette force de police est sous-équipée et n'a pas suffisamment d'effectifs et n'a pas non plus en fait le savoir-faire technique. D'ailleurs, la force de police n'est pas outillée pour se battre contre les forces criminelles, en fait, lourdement armées. Si vous regardez bien, le semblant de stabilité qu'on avait, on les avait seulement à chaque fois qu'il y avait une force étrangère dans le pays depuis après l'intervention américaine qui a scellé le retour de M. Aristide. Donc, ça, en fait, on a pris un certain nombre de décisions qui ont concouru en fait à déstructurer l'appareil sécuritaire du pays. Donc quelqu'un qui ne sait pas, qui n'a pas lu ou qui n'a pas eu l'occasion en fait de tomber sur les bonnes informations peut croire qu'en fait c'est quelque chose qui date d'Ariel Henry ou de Jovenel Moïse ou de. Mais pour poursuivre en fait avec cette même réflexion les activités des gangs armés, quand le Brésil en fait a fait ses interventions au niveau de Cité Soleil, Jovenel Moïse n'était pas président, que je sache, en 2004. Et donc on a eu les mêmes difficultés, bien entendu pas à ce niveau, mais on a dû en fait faire la guerre contre les gangs pour pouvoir les déloger. Donc Jovenel Moïse n'était pas président. Donc on a continué en fait sur la même lancée. Et on a eu des politiciens qui ont fait pays loc et des hommes d'affaires aussi qui ont fait pays loc sous Jovenel Moïse. À ce moment-là, ils ont distribué des armes. Il y a des gens, beaucoup de chefs de gang aujourd'hui étaient juste des taxistes, en fait, des chauffeurs de moto. Et donc, on les a transformés de chauffeurs de moto à des chefs de quartier parce qu'on a distribué des armes pour pouvoir déstabiliser le pays pour renvoyer Jovenel Moïse. Donc, c'est trop facile aujourd'hui que des gens disent ou tentent de dire que, ah oui, mais les gangs, en fait, c'est une affaire de Jovenel Moïse. Vraiment, vraiment, c'est parce que je sais, moi, je sais que il y a des gens qui ont utilisé l'argent du pays, qu'ils soutiraient pas toujours dans les meilleures conditions, et cet argent-là avait été utilisé pour armer les quartiers, pour pouvoir, en fait, déstabiliser un pouvoir légitime, issu des urnes. Et aujourd'hui, ça a donné ce résultat-là. Donc, je n'ai pas connaissance qu'il y avait une tolérance pour les gangs sous Jovenel Moïse, mais on avait, parce qu'on n'avait plus la MINUSA, bien entendu, on avait une force de police sous-équipée, aujourd'hui encore, qui ne surveille pas le territoire, et la mer, en fait, est totalement libre, et qui ne pouvait plus répondre à cette force, à cet assaut des bonnes armées bien équipées, par des gens, soit pour des objectifs politiques ou des objectifs économiques. On va finir avec l'interview, mais je m'en voudrais de vous laisser partir sans aborder la question de l'assassinat de Jovenel Moïse. Selon vous, comment vous jugez l'état d'avancement de l'enquête
Et l'enquête piétine au niveau d'Haïti. Nous savons qu'il y a deux branches. Il y a une enquête qui est menée aux États-Unis et dans laquelle des gens avaient été condamnés. Et en Haïti, aujourd'hui encore, personne n'a été condamné. Il y a un juge, en fait, qui avait fait une ordonnance que j'ai appelé l'ordonnance de la honte, où le juge avait envie de dire que si Jovenel Moïse ne s'est pas suicidé, donc et ses proches l'ont tué. Et donc, au lieu de chercher en fait les vrais mobiles du crime, le juge s'est contenté de faire un travail politique et au bénéfice des gens qui étaient au pouvoir à ce moment-là. Donc, la cour d'appel, enfin, un appel avait été interjeté et la cour d'appel, en fait, a annulé l'ordonnance du juge. Et je crois que actuellement, il y a un nouveau juge qui a repris le dossier. J'espère que avec ce juge, on aura une ordonnance qui puisse, en fait, trouver des indices réels pour savoir qui a financé et qui a participé en fait à la planification et à l'exécution du président de la République. Et cette action-là a concouru à faire du pays ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire en fait à créer davantage de chaos en Haïti et chaos en fait historiquement enfin d'un niveau historiquement jamais atteint. Donc du coup, nous pensons et nous encourageons les autorités judiciaires vraiment à faire tout ce qu'ils peuvent, tout ce qu'elles peuvent pour pouvoir en fait dire la vérité, donc qu'on puisse identifier et tous ceux qui ont participé à un niveau ou à un autre et à l'assassinat du président de la République, parce que l'assassinat du président de la République, comme nous le disions dès le départ, c'est pas l'assassinat d'un homme en fait, c'est l'assassinat de la nation et nous sommes en train de voir les résultats. Et pour conclure, qu'est-ce que vous prévoyez pour le pays après le 7 février prochain? Après le 7 février prochain, je souhaite qu'il y ait. Vous souhaitez ou vous prévoyez? Je voudrais pas. Vous n'êtes pas, vous n'êtes pas prophète. Mais oui, enfin, au lieu de faire une prophétie, je préfère dire ce que je souhaite. Et je souhaite qu'il y ait une table de discussion très large et autour de laquelle les acteurs politiques, socio-économiques, en fait, vont se réunir et s'accorder au moins sur la nécessité d'aller aux élections et de trouver des éléments, des mécanismes pour pouvoir faciliter en fait l'organisation des élections. Donc, je veux dire des mécanismes en fait de gouvernement qui puissent permettre en fait la facilitation des élections et non des mécanismes qui nous permettent d'avoir une transition pour 2028 et 2029, 2030 comme certains se plaisent en fait à le demander. Donc vraiment le 8 février devrait être en fait un moment où tout le monde accepte de dialoguer, mais on devrait aussi voir l'accélération des actions des forces de l'ordre contre le banditisme pour permettre en fait aux Haïtiens de pouvoir venir dans le pays pour ceux qui sont à l'extérieur et ceux qui y sont déjà de pouvoir revenir chez eux ou circuler librement. C'est un souhait au lieu d'une prophétie. Merci encore une fois. En tout cas, nous ne sommes qu'à une semaine environ de cette date fatidique. Tout l'espoir jusque-là que le 7 février on verra la même équipe au pouvoir. Comment? On verra la même équipe au pouvoir le 7 février. Tous les syndiqués, tout l'espoir que c'est à ça que le pays s'achemine, que c'est vers cela que le pays s'achemine. Oui, parce que le Conseil présidentiel, si vraiment il voulait qu'il y ait un changement de gouvernement et voulait participer en fait à l'après 7 février, il n'aurait pas attendu fin janvier pour s'y prendre. Il aurait entamé le processus en octobre au plus tard. Et à ce moment-là, on aurait eu une autre alternative. Mais en se battant contre eux-mêmes et les conseillers, ont enlevé toute possibilité d'être des interlocuteurs ou des acteurs de premier plan dans l'après 7 février. Tout était possible. Moi, j'avais même dit que si
par exemple, on avait un premier tour d'élection présidentielle en décembre 2025 ou un second tour, par exemple, en février ou en mars, qui pourrait oser demander au CVT de s'en aller? Tout le monde allait dire que mais c'est irrationnel. On a un premier tour d'élection donc on ne peut pas demander à ces gens-là de s'en aller. À s'en aller pour faire quoi? On va mettre une équipe nouvelle. Ce que le pays doit savoir, c'est qu'aujourd'hui, quel que soit, y compris mes propres alliés, si on leur donne les rênes du pays aujourd'hui, ils vont mettre 2 ans de plus, en fait. C'est ça, c'est ce qui nous guette. Et c'est ce que nous voulons éviter. C'est d'éviter de recommencer avec une nouvelle transition où les gens, en fait, vont essayer de faire leurs âmes et avec tout ce que cela implique et de prolonger la situation et ne pas avoir les élections. Je pense qu'il faut être gouverné par des gens choisis par le peuple. Il faut retourner le pouvoir au souverain qui est le peuple. On peut ne pas aimer le souverain, mais on a choisi ce régime. Le jour où on n'en voulait pas, on n'en voulait plus, si nous voulons une monarchie ou d'autres formes, allons faire une constitution pour se faire. Mais il faut arrêter cette affaire de vouloir gouverner sans les élections. Il faut vraiment arrêter. Merci beaucoup, encore une fois, Reynald Lubéris. J'étais très content de vous entendre ce matin. J'étais très content de vous poser des questions ce matin. Merci infiniment. C'est moi. Merci infiniment. C'est toujours un plaisir et les discussions sont toujours très, très intéressantes avec vous, Wendell, avec Métropole. Vraiment, c'est mon média. J'apprécie. Content de l'apprendre. Allez, c'est un plaisir et à bientôt. À bientôt. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'était l'ancien secrétaire général du Conseil des ministres, Reynald Lubéris, invité à la rubrique Le Point de ce matin. Passez une bonne journée avec nous et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce représentant les batteries Bosch.